Nous allons démarrer cette session. Pour commencer, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire de présentation infrastructure WASH conforme à l'environnement et pérenne face aux aléas climatiques. Parmi les sessions d'apprentissage et bonnes pratiques organisées par le projet RAMWASH. Bon, avant de commencer, pour bien démarrer, donc, nous allons commencer par une présentation parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui parmi nous. Alors, je vais commencer par moi. Je suis Isabelle Lina et c'est un plaisir pour moi d'être l'environmental compliance spécialiste de RAMWASH. Et parmi les interventions directes de cette présentation, il y a Fanny Rakutniren, c'est le senior WASH System spécialiste du projet. Donc, bonjour Fanny. Bonjour. Eh bien, nous sommes membres de l'équipe de coordination du projet qui sommes en étroite collaboration avec les partenaires techniques du projet, à savoir Bushproof et Sandanjam, et ainsi que les secteurs privés qu'on appelle GIC, gestionnaires, investisseurs, constructeurs. Et enfin, avec les différentes institutions et autorités locales. Donc, notre principal rôle dans ce projet RAMWASH est d'assurer le respect des normes techniques et environnementales des infrastructures mises en place par RAMWASH. Et il est à noter également que cette intervention est traduite en anglais. Donc, il y a Christian Toumarielson qui est parmi nous. Il est notre interprète durant notre intervention. Bonjour et merci Christian. Oui, et enfin, il y a Claudia Angiana Funmanan. Elle est notre hôte d'aujourd'hui. Et donc, si vous avez des remarques après aujourd'hui, elles seront les bienvenues. Et merci de les envoyer par email à Claudia. Elle va nous partager son adresse email dans le chat box pour faciliter la communication. Bonjour et merci Claudia. Donc voilà pour la présentation. Alors, pour démarrer ce webinaire, donc, quelques petits mots sur la modalité et le fonctionnement de ce webinaire. On va être ensemble pour à peu près 1h30 et on va structurer notre webinaire comme suit. D'abord, une petite présentation du projet RAMWASH. Ensuite, on va à l'essentiel de la présentation avec l'intervention de moi et de Fanny. Puis, on consacrera la dernière partie aux questions-réponses. Donc, pour cela, comme nous sommes en forme webinaire, on vous invite à écrire vos questions ou remarques sur la chat box. Et puis, vous aurez également accès à télécharger notre session sur notre site web, vu que ce webinaire est enregistré. Les outils que nous partagerons dans cette intervention seront également disponibles dans notre site web. Alors, quelques mots sur le projet RAMWASH d'abord. C'est donc accès des zones rurales à de nouvelles opportunités dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Former des équipes de consortium CARE, CRS, WaterEd, Bushproof et Sandanjam. RAMWASH est un projet financé par l'USAID et qui a duré 6 ans, avec l'objectif et surtout d'accroître l'accès équitable et durable aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, afin de maximiser leurs impacts sur la santé et la nutrition humaine, ainsi que la préservation de l'environnement. Pour ce faire, donc,
Dans le cadre de la fourniture de services WASH, on a mis en place des infrastructures dans les 7 régions d'intervention du projet. Et cette action a contribué à atteindre l'objectif stratégique du projet. Aujourd'hui, donc, dans cette intervention, nous allons vous expliquer pourquoi mettre en place des infrastructures conformes à l'environnement et comment l'équipe de RANWASH a rendu ces infrastructures conformes et pérennes. Pour répondre à ces questions, donc, on vous invite à suivre dans cette présentation les grandes étapes qu'on juge importantes à effectuer et qu'on a adoptées à chaque fois qu'on a installé des infrastructures. D'abord, on vous présentera ce qu'on a fait avant tout, donc ce qui se passe en phase préparatoire. Puis, on vous présentera qu'est-ce qu'il y a pendant la phase de conception, sans oublier l'assurance de la qualité de l'eau. Après, on vous présentera ce qu'il y a pendant la phase de travaux et enfin ce qui se passe durant l'exploitation. Sans oublier donc que le but de cette intervention est de partager les démarches et les meilleures pratiques que RANWASH a adoptées pour intégrer les respects environnementaux dans la mise en place des infrastructures en répondant également aux besoins des bénéficiaires. Alors, pourquoi ces différentes phases? Eh bien, je vais faire rapide sur la présentation des objectifs de chaque phase, puisque mon collègue aura l'occasion d'y revenir pour donner beaucoup plus de détails sur les réponses à la question du comment. Eh bien, pour mettre en œuvre le projet, il est de notre obligation de se baser sur des documents de référence. Vu que nous sommes un projet financé par l'USAID, eh bien, la mission de l'USAID est en fait de créer le développement durable. Donc, leur objectif est surtout d'assurer que tous projets sont respectueux de l'environnement et vital à leur durabilité. Plus précisément, l'USAID est légalement exigé par le Code fédéral à appliquer ces procédures de revue environnementale à tous ces projets, tous ces programmes et à ces activités. C'est pourquoi donc on se renvoie aux documents de référence dès la phase préparatoire. Ensuite, on définit des critères communs pour la sélection des communautés avec la commune pour avoir une idée sur la démarche économique, c'est-à-dire la volonté et la capacité à payer et la disponibilité des ressources en eau. C'est aussi dans cette phase qu'on constitue le registre des entreprises et des communes acceptant à l'approche basée sur le marché, le service payant, ainsi que le principe de partenariat public-privé, donc le PPP. Pendant la phase de conception, RANWASH a effectué des études techniques pour s'assurer que les infrastructures à mettre en place suivent les normes techniques suivant les standards nationaux et les règles de l'art. Mais après, on implique les études environnementales pour s'assurer que ces infrastructures-là n'ont pas d'incidence sur les sites d'importance historique ou culturelle ou sociale ou symbolique. Et aussi pour veiller à ce que ces infrastructures n'ont pas d'impact négatif sur les
écosystèmes, les animaux ou les plantes importantes, ou tout simplement que ces infrastructures ne sont pas dans les zones humides. Enfin, on effectue des études environnementales pour s'assurer que les infrastructures à mettre en place ne soient pas installées sur des sites en forte pente ou sujets aux inondations ou autres aléas climatiques. Il est important également de s'assurer que le contrat de délégation inclut les propriétaires ou les occupants des bassins versants et que ces derniers seraient en mesure de gérer et de protéger le lieu, surtout en amont de l'ouvrage de captage. En effet, les documents d'études apportent des informations et des éléments de décision pour le projet. Concernant la qualité de l'eau, RANWASH s'est engagé à distribuer de l'eau de qualité. Cela veut dire que l'eau à distribuer par les infrastructures à mettre en place ne doit pas porter atteinte à court ou à long terme à la santé humaine. Donc, elle doit être aussi agréable à boire. C'est pourquoi RANWASH s'est engagé à mettre en place des infrastructures qui assurent la distribution d'eau de quantité, mais surtout eau de qualité selon les normes de potabilité. Maintenant, la phase de travaux. Pendant cette phase, RANWASH fournit déjà des appuis aux communautés directement touchées par les constructions des infrastructures. Cette action est adoptée afin de mieux les sensibiliser et de leur informer sur les règles et réglementations relatives aux procédures d'utilisation des infrastructures. On a également une discussion sur les mesures d'atténuation et des impacts de la mise en œuvre des infrastructures. Pendant cette phase aussi, on organise déjà des activités de sensibilisation pour susciter les changements de comportement en matière de santé publique et d'utilisation de l'eau potable. On informe et forme également les autorités locales sur le respect des règles en vigueur régissant le contrat de travaux de construction et leurs obligations durant les travaux. Bien entendu, on effectue un suivi systématique des chantiers afin de bien contrôler les travaux et de surveiller les mesures de conformité environnementale. Pour les équipes qui effectuent la construction, on veille à l'utilisation des épis soit effectuée. Et pour avoir des infrastructures pérennes, il est indispensable de faire le suivi hebdomadaire de l'avancement des travaux. Enfin, durant la phase d'exploitation, qu'on peut dire autrement, la phase de gestion, d'entretien et de maintenance, eh bien, dans cette phase, RANWASH a effectué des suivis systématiques des ouvrages déjà installés pour s'assurer que les infrastructures restent conformes à l'environnement et pérennes face à l'aléa climatique. Et donc, pour maintenir la conformité environnementale, c'est donc une des responsabilités des gestionnaires de faire des rapportages sur les ouvrages, sur les suivis des ouvrages, mais surtout, ils ont le devoir d'effectuer des travaux d'embellissement pour chaque ouvrage mis en place.
C'est aussi donc, c'est de leur responsabilité évidemment de clôturer les ouvrages et y mettre des accès. Enfin, toujours pendant la phase d'exploitation, le respect de la conformité environnementale dans les bassins versants se traduit par la collaboration entre les communes, les communautés et les utilisateurs de terrain. Et c'est d'effectuer les activités de reboisement et aussi de former les communautés et les utilisateurs de terrain sur la gestion des bassins versants conformément au plan de gestion. Sur ce, donc, je termine mon intervention et je tiens à vous remercier. Maintenant, je laisse le soin à mon collègue d'intervenir pour présenter la suite de cette session. Fanny, nous remercie. Merci Lina. Dans cette seconde partie, on va vous exposer et partager les documents et outils utilisés par le projet, et ce, dès la phase préparatoire où l'on ne trouve que des documents de référence. En effet, l'USAID prend systématiquement en compte les risques environnementaux dans ses efforts pour soutenir l'autonomie et la résilience pour protéger les personnes et les ressources. Le processus d'évaluation de ces risques s'appelle l'Initial Environmental Examination ou IEE. L'USAID utilise l'IEE comme un outil pour examiner les conditions environnementales existantes d'une stratégie, d'un programme, d'un projet ou d'une activité, et pour prévoir les impacts potentiels de ces actions sur l'environnement et la communauté. L'IEE comprend également l'élaboration de mesures d'atténuation et de techniques de suivi pour éviter, minimiser, atténuer, remédier ou compenser ces impacts. L'utilisation de cet outil permet de prendre des décisions plus éclairées, ce qui se traduit par des actions plus efficaces et plus durables. Selon le titre 22 du Code fédéral des États-Unis d'Amérique, partie 216, ou Reg 216, un IEE est un premier examen des effets raisonnablement prévisibles d'une action proposée sur l'environnement. Sa fonction est de fournir une brève déclaration de la base factuelle d'une décision de seuil quant à la nécessité d'une étude environnementale ou d'une étude d'impact environnemental. En tant que tel, l'IEE est utilisé pour justifier et documenter là où les décisions seuil, c'est-à-dire là où les déterminations négatives ou positives pour une ou plusieurs actions proposées. L'IEE est également utilisé pour documenter les exclusions catégoriques et les reports de décision seuil pour les actions proposées lorsque ces actions font partie de l'ensemble des actions examinées par l'IEE. D'autre part, pour gérer rationnellement l'eau, qui est indispensable à la survie de l'espèce humaine, mais également animale et végétale, le Code de l'eau régit la domanialité publique de l'eau, la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources en eau, l'organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques, la police des eaux, le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement, et aussi l'organisation du secteur de l'eau et de l'assainissement. Le Code de l'eau constitue alors le socle juridique du secteur eau, assainissement et hygiène à Madagascar, ainsi que tous les textes réglementaires qui y découlent. Finalement, le choix des communes de Ranouache se définit par ces différents critères, comme suit et par ordre d'importance: le nombre de population, l'accessibilité, l'existence d'un rapport d'APS ou APD, si l'on a aussi, le montant des investissements, le coût par bénéficiaire, l'intérêt pour le PPP, incluant le CSP et les écoles, le pourcentage de villages ODF dans la commune, la pertinence PPP et PPP+, dans l'intercommunalité. Tous ces documents de référence, vous pouvez les télécharger
en utilisant le QR code sur le PowerPoint ou bien en visitant notre site web. D'ailleurs, on va visiter le site web à la fin de cette présentation pour vous montrer tous ces outils. Par la suite, des documents cadres. Pour la phase de conception, l'étude d'avant-projet constitue une étape incontournable de tout projet de construction afin de réaliser les objectifs dans les règles de l'art. On peut schématiser comme ceci le processus. L'IEE dont on a parlé précédemment et dans le résumé du processus pour l'établir est comme suit. Diviser les projets en listes d'activités, examiner les impacts potentiels de ces activités sur l'environnement et les risques liés au climat, déterminer les décisions seuils applicables pour chaque activité, identifier les conditions, aussi appelées mesures, applicables pour atténuer ces impacts et diminuer les risques. Ensuite, l'étude d'avant-projet sommaire qui précise la composition générale de la construction. Elle décrit les différentes solutions techniques retenues. Elle peut également comprendre un calendrier de réalisation et donner une première estimation du coût et de la durée des travaux. Mais dans tous les cas, elle doit être confirmée par une étude d'avant-projet détaillée ou APD qui va plus loin. Et dans l'APD, les éléments et caractéristiques qui y figurent sont définitivement fixés, à savoir les dimensions de l'ouvrage ainsi que les surfaces occupées, les solutions techniques retenues, le choix des matériaux mis en œuvre, la description complète des travaux, la durée, le séquençage, etc., l'aspect général de la réalisation, les notices techniques et les documents juridiques et administratifs validés, et enfin un chiffrage détaillé. Ensuite de cela, le CRM ou le Climate Risk Management, la gestion des risques liés au changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes et les effets du climat peuvent compromettre les acquis et les progrès futurs en matière de développement. L'USAID a développé un processus de gestion des risques climatiques pour faire face à ces impacts et améliorer l'efficacité et la durabilité des efforts de l'USAID. Ce processus de gestion des risques climatiques est documenté dans le processus de conformité environnementale. Par suite, le document EMMP ou l'Environmental Mitigation and Monitoring Plan ou le plan de suivi et d'atténuation des impacts environnementaux qui traduit les conditions de l'IEE en mesures d'atténuation spécifiques si les conditions sont générales, définit les indicateurs ou les critères de suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des mesures d'atténuation et établit le calendrier et les parties responsables. Et au final, l'ESF ou l'Environmental Screening Form, le formulaire et procédure d'examen environnemental qui présente les enjeux environnementaux associés aux travaux de construction proposés pour améliorer les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Il documente également les impacts environnementaux potentiels de ces activités, les mesures d'atténuation et les engagements de suivi qui permettent aux partenaires de RANWASH et à l'USAID d'évaluer les impacts environnementaux probables des travaux de construction et de proposer des mesures d'atténuation et un plan pour les activités à risque moyen et inconnu. C'est-à-dire que tous les documents clés cités précédemment constituent l'ESF. Pour la validation des études, comme nous montre le slide, il y a tout un processus avant que la communauté bénéficie des avantages d'une infrastructure WASH financée par le projet, car la validation des études se présente sous différents échelons. En premier lieu, le choix du site qui sera validé au niveau régional pour ensuite entamer les études d'avant-projet sommaires et détaillées, une étude qui sera menée par notre partenaire technique
push-proof ou Sandanjan et qui sera validé au niveau régional également. Validé par les techniciens au niveau des membres du consortium et des directions régionales concernées, c'est-à-dire la TRIH, le DRSP ou le TREN, mais aussi au niveau de la commune et des communautés. Après validation des documents d'études, on entame directement la rédaction de l'ESF pour le soumettre au niveau du bailleur pour validation avant le début de la construction. Mais entre-temps, le processus de passation de marché peut être entamé dès validation de l'APD, comme nous l'avons vu dans les présentations intérieures. Ranwash a opté pour l'appel d'offres restreint ou AOR après la manifestation d'intérêt des entreprises au début du projet. Le résultat sera également validé au niveau du bailleur pour vérification finale et dès que tous les documents sont conformes et validés, on peut engager la signature des contrats de travaux de construction et démarrer le travaux proprement dit. Sur toute la durée du projet, nous avons réalisé 113 APS, 83 APD et 50 ESF approuvés. Ainsi, nous pouvons dire que la plupart des documents d'études nécessaires ont été réalisés. La liste de ces rapports d'APS et d'APD sont disponibles via le lien dans la présentation ou via le QR code, ou vous pouvez également voir directement sur le site. Il est aussi bon à savoir que les ESF sont élaborés à partir des documents d'études spécifiques par rapport aux données climatiques correspondant à la région concernée. Donc, on peut bien les servir comme des documents de référence si on veut avoir des renseignements concernant les études de gestion de risques climatiques et les mesures d'atténuation à adopter dans la région concernée. Pour l'assurance de la qualité de l'eau, Ranwash se concentre sur les paramètres décrits dans le WQAP ou Water Quality Assurance Plan et le décret du 9 septembre 2003, numéro 2003-941, relatif à la surveillance de l'eau, au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine et aux priorités d'accès à la ressource en eau, c'est-à-dire les paramètres permettant de définir l'identité de l'eau et ayant un impact direct sur la santé des consommateurs. En effet, pour l'identité de l'eau, il y a 5 paramètres comme la conductivité électrique, le total de solide dissous, le pH, la turbidité et la température. À vérifier pour chacune des phases suivantes, étude d'avant-projet, début de construction et à la fin de la construction. Il y a aussi le faciès de l'eau avec 8 paramètres et les 7 paramètres liés à la santé qui sont à vérifier pour les phases APD et fin de construction avant utilisation et surtout pendant la phase d'exploitation. Il est à noter qu'à la fin de la phase de construction de l'infrastructure, les intervenants vérifieront tous les paramètres et un laboratoire accrédité doit évaluer et certifier la qualité de l'eau avant l'exploitation du système d'alimentation en eau et permettre à quelconque consommateur d'utiliser les points d'eau correspondants. Pendant la phase d'exploitation du service d'approvisionnement en eau, le gestionnaire du système d'approvisionnement en eau doit vérifier périodiquement les changements entre les paramètres d'identification de l'eau. Le gestionnaire doit aussi effectuer une évaluation en laboratoire de l'ensemble des paramètres liés à la qualité de l'eau, au moins tous les 6 mois, selon le contrat de délégation de gestion, et en particulier pendant les changements de saison. Il est également nécessaire d'apporter des précisions que ces paramètres assurent une conception adéquate des installations de traitement de l'approvisionnement en eau potable afin de déterminer les étapes de traitement nécessaires. Que pour certains sites, par exemple,
il est indispensable d'éliminer les ions ferreux ou ferriques et d'y installer des ouvrages de chute pour améliorer le mélange et l'aération. En outre, le projet a offert les formations nécessaires et doté des kits portables pour appuyer le gestionnaire en ce qui a trait à l'étude de la qualité de l'eau pendant la phase d'exploitation, entretien et maintenance. De plus en plus d'informations sont disponibles et peuvent être trouvées dans le WQAP ou Water Quality Assurance Plan qui est disponible, qui est un document disponible sur le site web. Pendant la réalisation et le suivi de chantier, c'est-à-dire la phase travaux, il est préalablement convenu de former les autorités locales et les membres dirigeants de l'entreprise avant le début des travaux, afin que le long de la vie de chantier, on respecte toujours la conformité environnementale et les prescriptions techniques décrites dans le cahier de charges. Il est fortement préconisé de prendre les mesures de sécurité nécessaires tant pour les agents de l'entreprise que pour les communautés locales. Après ces formations, qui sont matérialisées par des documents guides, des documents disponibles également sur le site, et avant le démarrage des travaux, une réunion d'introduction est organisée pour faire connaître l'entreprise adjudicataire du marché à la commune et pour rappeler les responsabilités de toutes les entités concernées durant les travaux et surtout le respect des mesures de protection sociale et environnementale. Pour mener à bien les travaux de construction, une réunion hebdomadaire est effectuée au niveau du chantier et matérialisée par un rapport d'avancement hebdomadaire partagé pour toutes les parties prenantes. À la fin des travaux, la réception est conjointement organisée avec toutes les parties prenantes, à savoir le maître d'ouvrage qui est la commune, le maître d'ouvrage délégué qui est la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, les représentants des autres ministères concernés, notamment de la direction régionale de la santé publique et de la direction régionale de l'éducation nationale, le maître d'œuvre, l'entreprise titulaire du marché, les représentants des bénéficiaires et les membres du consortium de RANWASH. Maintenant, nous allons voir une petite vidéo d'une minute 35 environ qui relate la vie de chantier dans le site de Mouraran Krom. Vous pouvez toujours voir ultérieurement la vidéo dans les documents que nous allons partager dans notre site web. Mais pour la phase d'exploitation, nous allons voir quelques photos des types d'infrastructures mises en place par le projet.
Et à la fin, pour les rapportages et documentations, nous allons visiter le site web en question et montrer le chemin pour trouver tous les documents et outils qu'on vous a parlé le long de cette présentation. En premier, afin de sécuriser le captage et l'unité de traitement, et surtout le bassin versant qui s'avère primordial, on peut voir ici la zone de captage du système d'adduction d'eau potable gravitaire d'Atsuatan, le périmètre de protection immédiate de la source et des unités de traitement est clôturé. Les talus sont stabilisés par des pierres et aussi avec des remblais de terre fixés par des gazons. Sur le périmètre de protection rapproché, la commune et les communautés ont effectué un reboisement de 1000 pieds environ pour lutter contre l'érosion du sol et favoriser la rétention de l'eau dans le sol. Tous ces périmètres de protection du bassin versant sont régis par des arrêtés communaux délivrés par le maire et les conseils communaux de la commune d'Atsuatan, et aussi les activités dans ces zones sont réglementées. Il est à noter également que la partie ESF, avec les différentes mesures de protection des ressources en eau, de l'embellissement, des pourtours, des ouvrages, des systèmes, représente 5% du coût total d'investissement. On voit sur la présentation la photo d'avant et la photo d'après, la mise en place d'un barrage de type hybride, c'est-à-dire avec une partie en terre et une partie en ferrociment. En fait, la photo ci-contre montre le barrage hybride de Full Point, qui est long de 160 mètres linéaires avec une hauteur de 4 mètres et dont la superficie du plan d'eau est d'environ 2,30 hectares pour une capacité de retenue de 43 000 m3. La construction ci-après montre l'unité de traitement sur le site d'Ambutsumanouv, un système de traitement rectangulaire monolithique en ferrociment également, pouvant produire jusqu'à 15 m3 heure, qui est la capacité de traitement en eau brute en jour de pointe vers l'horizon 2038. Ce système comprend des compartiments en série de floculation suivis de décantation et des successions de filtres à gravillons horizontaux satisfaisant à l'élimination des matières en suspension non retenues par les ouvrages de pré-traitement au niveau du barrage. Ce traitement physique sera finalisé par un système de chloration et dont le chlore est produit sur site à l'aide d'un électrochlorateur fonctionnant avec de l'énergie solaire. L'injection du chlore se fait avec une pompe doseuse. Ici, sur la photo, c'est de type dosatron. Ici également, on peut voir le réservoir en ferrociment à Muraran Chrome avec un ouvrage de chute suivi d'une filière de décantation et des successions de filtres à gravillons horizontaux de forme hélicoïdale édifiés au-dessus de la coupole. Et c'est ce qui spécifie le ferrociment, car cette technique est très intéressante vu la maniabilité et l'exécution facile à mettre en œuvre. Justement, le ferrociment est un système de construction utilisant du mortier ou bien du plâtre renforcé appliqué sur une armature de treillis métallique, de métal déployé ou tissé, ou de fibres métalliques et de fines tiges d'acier étroitement espacées telles que des barres d'armature. À la fin, on peut voir ici un monobloc qui est un ouvrage de distribution d'eau qui regroupe en un seul ouvrage le volet eau, assainissement et hygiène. Il comprend un point d'eau muni de 3 robinets supprimant les longs fils d'attente,
une douche munie de cuves volumétriques, 2 WC à fosse septique munis de lave-main, un pissoir et un urinoir, et comporte également un lavoir de 2 à 4 places maîtrisables volumétriquement. La photo ci-contre montre le monobloc qui est à Ndunabé. Entrons maintenant dans le site web pour voir les divers documents qu'on a parlé en cliquant via le lien sur la présentation. Maintenant, nous sommes sur le site web de Ranwash et vous pouvez voir ici toutes les informations et les actualités. Mais pour le volet infrastructure, pour voir les documents et les outils, nous allons entrer dans l'onglet PPP et là où il y a les infrastructures WASH conformes à l'environnement et pérennes face aux aléas climatiques. En cliquant sur cette partie, nous serons dirigés tout de suite sur tous les outils et documents que l'on va partager. Entrons par exemple dans le point 2.2.2 sur qui montre les avant-projets détaillés. En cliquant sur le lien, vous allez voir tout de suite la liste de tous les APD, les 83 APD qu'on a fait et dont vous pouvez télécharger et à utiliser ultérieurement. Pour les autres outils, ça se fait également de la même manière pour voir tous les outils qu'on a utilisés durant tout le projet. Sur ce, revenons à notre présentation. Sur ce, revenons à notre présentation. Puisque nous avons partagé les outils et les démarches que nous avons entrepris durant le projet. Et pour clôturer notre présentation, je peux dire que si vous suivez nos pas, sûrement vous ne serez pas perdu. Mais en plus de cela, vous trouverez où nous nous sommes arrêtés et aussi nos limites. Et sur ce, je vous encourage à améliorer ces outils et à continuer votre route pour que ce soit vous qui nous présentera de nouveaux horizons dans notre secteur eau, assainissement et hygiène. Et enfin, je termine notre intervention. Merci beaucoup Lina, Claudia et Christian. Aussi, je tiens à vous remercier sincèrement car vous avez été un auditoire attentif et vous avez rendu notre tâche très agréable. Vous pouvez partager et mettre dans le commentaire si vous avez des outils ou partages que vous semblez être utiles et que nous devrons insérer et qui renforcera notre base de données. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et on peut entamer la phase de questions-réponses. Merci.
Oui, allô? Oui, Maeno. Ya, miarahaba manaja antsika rehetra. Mankasitraka ho an'ny mpanao présentation. Mahafinaritra be ilay présentation fa juste hoe afaka mahazo an'ilay présentation teo iny ve zay nalefako ho any amin'ny chatbox any teo. Mankasitraka indrindra. Ya, betsaka. Ilay présentation teo iny afaka téléchargenareo ihany koa izy iny ao amin'ny site web amin'ny herinandro ambony farafahatarana. Ankoatran'ilay document sy outil rehetrarehetra nampiasaina zany izay efa afaka alainareo ao amin'ny site web Andranomasy dia ho hitanareo ihany koa ilay présentation anay teo iny. Misaotra betsaka. Mankasitraka e. Mankasitraka. Il y a aussi une autre question sur la liste des APD non réalisés par le projet. Comme vous le savez déjà, on a réalisé 83 APD pour les 115 APS. Donc, en naviguant dans le site web, vous pouvez voir toutes les sites où Ranouache a travaillé, c'est-à-dire les 250 communes. Et également, on peut vous partager la liste des communes qui n'ont pas d'APD. Merci. Allô? Oui, Mahem. Tiako tenenina hoe le nanaovana APD nefa tsy nirealizena le projet, le travaux. Oui, misy an'ireo APD ihany koa vita fa tsy nanaovana travaux. Disponible ihany koa izy ireny ary afaka zarainay aminareo ihany koa le siten'izy ireny satria ny akamaroan'izy ireny ihany koa misy efa nalefa zany ohatry hoe nivarotana tamin'ilay approche marché izay efa nahazahoana nisy entreprise maromaro mividy tamin'ilay ambona APD tsy nampiasaina zany dia ireo ambiny tena hoe mbola tsy nanaovana travaux zany afaka partagena aminareo ihany koa ny liste izay APD izay hoe. Misaotra betsaka. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va terminer la session d'aujourd'hui. Je réitère mes remerciements